sur les marchés non réglementés. Et lorsque ces innovations, si elles ne sont pas suffisamment maîtrisées, prennent une ampleur importante, à ce moment-là, un risque peut apparaître. Ce qui me semble, c'est que vous avez des produits, on pourrait en citer un certain nombre, qui, s'ils étaient restés de dimension modeste, n'auraient pas posé de problème majeur. Donc je crois qu'il faut croiser la dimension avec des éléments tristes, parce que vous avez un certain nombre de produits qui font apparaître leurs défauts une fois qu'on a atteint une certaine taille, ce qui d'ailleurs dans le domaine industriel se retrouve aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes vraiment sur la grande série, vous avez changé pas simplement d'échelle, mais aussi de nature des phénomènes. Donc il y a à la fois les conditions dans lesquelles c'est mis en marché, à qui c'est vendu, est-ce que ce sont des professionnels ou pas, et ça on voit bien que la réglementation aujourd'hui a très clairement fait une distinction entre les investisseurs professionnels et les autres, et c'est heureux, et c'est pratiquement un clivage que l'on retrouve dans tous les pays du monde. Donc les conditions de mise en marché, les acheteurs, et puis, et là c'est un problème de surveillance par les régulateurs, la taille que les nouveaux marchés ou les nouvelles activités ainsi créées prennent progressivement dans le temps. Justement, de parler d'agence de notation, et c'est intéressant du moment qu'on parle de titrisation comme un produit innovant, c'est intéressant de revenir justement aux années 80, lorsque les titrisations ont commencé avec la banque disparue, Salomon Brothers, dans le temps. Le produit était sorti sans qu'il y ait de réglementation. Il y a un petit texte de loi qui est passé au Parlement pratiquement inaperçu, qui a permis de sortir les premiers titres, les premières opérations de titrisation. Et donc c'est un produit qui a commencé sans vraiment qu'il y ait une réglementation, qui a bien suivi son chemin. Mais là où ça a mal marché, à mon avis, c'est plus les agences de notation qui ont continué à noter des produits qui ne sont pas considérés qui ne sont pas de bonne qualité, mais qui ont continué à noter ces produits avec des AAA et qui ont induit en erreur pas mal d'investisseurs. Et je pense que les agences de notation portent quand même une lourde responsabilité. On n'en parle peut-être pas assez, mais elles portent quand même une lourde responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'agence de notation. Au contraire, c'est très important, justement, dans le cadre d'innovation. Je pense qu'il est extrêmement important d'avoir justement des agences de notation qui soient vraiment crédibles et qui, justement, permettent à ceux qui n'arrivent pas à traiter les petites informations qui sortent dans les notices d'information, justement, à un peu digérer tout cela et avoir une notation qui soit crédible et sur laquelle les investisseurs peuvent se baser pour acheter. Je pense que c'est très important de parler des agences de notation. Le rôle dans l'innovation, c'est un élément qui est extrêmement important. Merci, M. Chahi. Excusez-moi, faites-le, je passerai. Oui, d'accord, très bien. C'est bien, la courtoisie, c'est... Voilà, donc, Madame le ministre, je vais rejoindre ce que vient de dire Saali. Je suis tout à fait d'accord. Je me demande, pour les agences de notation, le rating, où est leur indépendance? Puisque c'est ceux qui les paient qui notent en même temps. Donc vous avez parlé d'indépendance, je suis un petit peu sceptique, et je pense qu'elles en font beaucoup dans tout ce qui est arrivé quand même. Bon, on a vu ce qu'elles ont fait pour la France maintenant, avant, d'accord, pour certains pays, mais il y a eu beaucoup de catastrophes avant qu'elles puissent. Et est-ce qu'on peut vraiment un jour parler d'indépendance? Comment se financerait-elle autrement? Oui, M. Pouget, je crois que c'est un débat intéressant, parce que c'est l'histoire de la température et du thermomètre. C'est difficile d'imaginer un autre schéma de financement. C'est ça la difficulté. Comment avoir un schéma de financement et comment créer les conditions de la dépendance. Alors aujourd'hui, les émetteurs sont clairement intéressés à financer, mais quand vous regardez par exemple les expériences qui ont été faites dans le domaine des marchés actions sur la séparation entre la recherche et l'exécution des ordres, on a énormément de mal à faire acheter de la recherche indépendante par des investisseurs. Et donc, si vous voulez, le modèle alternatif, aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Alors, il y a une utilité, si vous voulez, je crois qu'il y a une utilité. Ce que je veux dire, l'idée, je me suis peut-être mal exprimé, c'est qu'il est absolument fondamental d'avoir des agences de notation. Il faut faire attention que dans le discours qui est critique aujourd'hui sur les agences de notation,
je dirais, on ne fasse pas une espèce de discours global et généralisé qui fait que, du coup, on perd tout crédit et qu'on n'ait plus de référence. Alors ensuite, c'est une chose que d'améliorer leur fonctionnement. Pour ma part, en tous les cas, j'ai toujours considéré qu'elle devait avoir une part de responsabilité. Bon, et d'un autre côté, si vous voulez, il est impossible qu'elle ait une responsabilité financière à la hauteur de ce qu'elle note, parce que sinon elle serait garante de la totalité du marché. Donc je crois qu'il faut avoir des approches raisonnables et pragmatiques. On ne sera pas dans l'idéal jamais, mais il faut essayer de progresser un petit peu. Mais pour répondre à votre première question, moi je ne connais pas de schéma alternatif de financement. Il faut innover. Certes, madame. Vous me voyez bien démuni en la matière. Voilà, il faut innover. C'est Chahagui, si vous voulez bien. Je suis dans l'industrie, donc excusez mon naïveté, mais je pose une question parce que on entend beaucoup dans la presse parler de finances islamiques. Au Maroc, on est pratiquement balbutiement. Je ne sais pas si on peut, même les produits islamiques, si on peut considérer pour le Maroc c'est de l'innovation, si les institutions marocaines sont en train de travailler dessus. Si vous gérez pourquoi est-ce qu'il y a de la finance islamique à part et à l'autre, pourquoi pas les autres? Aujourd'hui au Maroc, les produits alternatifs existent déjà et sont déjà réglementés. Et donc, il y a toujours une réflexion pour élargir, parce que c'est aussi des produits innovants pour le marché marocain. Et dans le programme du gouvernement actuel, ça fait parmi les déclarations et les annonces qu'il y a un encouragement vers ouvrir la porte vers de nouvelles formes, de nouvelles institutions innovantes en matière de financement. Donc la réflexion est en cours. Après, est-ce que c'est bon ou pas? Ça, c'est le marché qui va juger. C'est la peut-être? Oui. Complément. Alors, vous noterez qu'au Maroc, on parle de finances alternatives et pas de finances islamiques. Voilà, c'est important. La religion n'a rien à faire dans la finance. La religion est comme tout le monde, il n'y a pas de produits qui sont bons, d'autres qui sont. Et quoique là-dedans, la distinction est très subtile entre des intérêts ou le riba, tout ça, c'est assez subtil. Quoi qu'il en soit, il y a une vraie volonté au niveau des autorités, du ministère des Finances, de la Banque centrale, du gouvernement, en général, d'explorer ces nouvelles voies. En fait, la finance islamique a explosé à travers le monde musulman. Les enjeux sont considérables, les chiffres en jeu sont énormes. Vous avez des centres comme l'Indonésie qui est devenu un grand centre financier international du fait notamment de la finance islamique. Vous avez des pays développés qui émettent des soukouk, donc des obligations d'État, sous la forme finance islamique pour attirer les fonds des pays du Golfe, etc., qui ne se placent que dans cette finance-là. Donc il y a un marché, il y a un enjeu. Effectivement, le Maroc ne peut pas rester en dehors. Il y a une réflexion pour aller dans cette voie, toujours en parlant de finances alternatives et non de finances islamiques. Ce qui m'a frappé quand j'ai regardé pour la première fois la finance islamique, c'est qu'il y a dans différentes religions la même base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'enrichir du seul fait du temps. C'est ça la base de ce type d'approche, et on le retrouve d'ailleurs dans plusieurs religions. Donc je pense que c'est une des façons, si vous voulez, de regarder ce type de finance en élargissant le spectre et le périmètre, c'est de dire quelles sont dans la finance les causes de l'accroissement de richesse et comment fonder la valorisation sur des paramètres qui ne soient pas exclusivement le temps. Et juste un mot pour dire qu'effectivement, cette finance islamique a un côté éthique qui est extrêmement intéressant. Donc
on ne gagne pas d'argent uniquement parce qu'on a de l'argent, mais parce qu'on a participé à un projet, on a participé à la création de richesse. C'est éthique et ça devrait avoir un écho et un retentissement au-delà des seuls pays musulmans. Oui, tout à fait. À Londres, il y a déjà eu, Madame Zach-Régis, s'il vous plaît. Je voudrais juste revenir, Monsieur Pouget, sur l'idée que vous avez développée à propos de la complémentarité entre économie intermédiaire, pour faire court, et des intermédiaires, économie et marché financier. Et vous avez dit que les deux ont connu des ruptures. Je pense que la rupture qui est partie d'une économie à prédominance marché financier, des États-Unis en l'occurrence, s'est propagée en Europe, mais avec beaucoup plus de violence. L'Europe souffre plus de la crise et nous sommes interpellés par ce qui se passe en Europe actuellement. Nous sommes directement liés à ce continent. Et donc, je ne sais pas si on peut parler de la même force. D'ailleurs, la crise, qui n'a pas encore fini de produire ses effets, remet en cause tout le système marché financier avec ses dérives, etc. Donc, il y a quand même une différence entre les deux ruptures, pour utiliser votre terme. Merci. Monsieur Pouget. Je respecte votre vue. Il y a quand même, quand j'évoquais les crises anciennes, il y a une différence fondamentale, c'est que maintenant on est dans une économie beaucoup plus mondialisée, et donc les processus de transmission sont à la fois plus puissants et plus rapides. Ensuite, à l'intérieur des modèles, vous avez eu une capacité de résistance à la crise différente. Si vous prenez par exemple, je vais prendre l'exemple britannique, les difficultés de Lloyds viennent du rachat de HBOS, c'est-à-dire de mauvais systèmes de financement du crédit immobilier. Ça n'est pas lié au marché financier au sens large. Et pourtant, Lloyds a connu de grandes difficultés, pour RBS, et encore une autre raison. Donc on voit qu'il n'y a pas simplement des problématiques de modèle ou de système, il y a aussi la façon dont ils sont appliqués dans les entreprises ou la façon dont ils sont contrôlés par les superviseurs. Et mon propos, je n'ai pas eu le temps de le développer de façon complète, mais c'est qu'il faut prendre tous ces éléments pour poser un diagnostic. Et ce que je crains aujourd'hui, si vous voulez, c'est des visions un peu rapides, c'est ce que j'appelle la guerre des modèles, c'est intellectuellement intéressant, mais opérationnellement, de mon point de vue, dangereux. Il faut mettre plusieurs éléments bout à bout et regarder quelle est la meilleure chaîne, parce que ça saute toujours par le maillon faible. Et donc il faut renforcer chacun des maillons, et aucun des systèmes n'a de supériorité avérée sur les autres. Monsieur Pouget, vous avez été surpris par la crise de 2008, vous qui êtes complètement dans le système, comment est-ce que vous avez réagi? Alors, très honnêtement, si vous voulez, l'équipe avec laquelle j'étais, nous avons vu une chose et loupé une autre. Ce que nous avions vu, c'était les premiers éléments de tension en matière de liquidité. Ce qui fait que nous avons évité tous les problèmes de liquidité. En revanche, nous n'avions pas vu le problème des CDO, c'est-à-dire plus exactement, on avait pensé que le risque sur les CDO était un risque de variation du prix des actifs. On n'a jamais imaginé qu'il y aurait à ce niveau-là, et on n'a surtout jamais imaginé que le marché s'arrêterait. On pensait que la liquidité globale existant, il y aurait des baisses de prix, mais que jamais les marchés s'arrêteraient et du coup qu'il y aurait le phénomène de contagion qu'on avait évoqué. En revanche, les problématiques de liquidité, vous savez, c'est des histoires de vieux banquiers, quelque temps avant la crise. D'ailleurs, j'avais relu les écrits d'Henri Germain, fondateur du Crédit Lyonnais, simplement parce que j'avais dirigé cette maison et que j'avais trouvé intéressant de relire l'histoire. Et ce qui m'avait frappé, c'est que dans les années 1870, il expliquait que quand on voyait le premier symptôme d'une crise, il fallait être totalement liquide. Alors c'était dans d'autres termes, mais c'est un écrit que j'ai gardé qui date de 1870, donc ça rend modeste après quand on fait des analyses sur la liquidité. Merci, monsieur Pouget. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Donc il y a une question ici, puis une question là-bas. Monsieur, vous êtes monsieur le présentant? Bonjour, je suis gestion. J'aurais une question par rapport
Vous savez, on est à l'heure actuelle plus dans des guerres, en Europe, des guerres économiques, ce qui s'est passé en Grèce. Ces gens-là ont été attaqués par de multiples produits, notamment les CDS. Pensez-vous que c'est d'abord un marché qui va aussi s'effondrer? Et ensuite, est-ce que ce serait une bonne idée, nous, petit État, de pouvoir s'internationaliser rapidement avec des produits complexes? Et est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le même cas de figure? Merci. Monsieur Pogé. Vous savez, le déclenchement de la crise de la Grèce, c'est l'information communiquée au marché suivant laquelle les statistiques officielles de la Grèce étaient maquillées. C'est ça le point de départ de la crise grecque. Je crois qu'il ne faut jamais le perdre de vue. C'est-à-dire que ça a attaqué directement le problème cœur d'un marché financier qui est la confiance que vous accordez à l'émetteur. Vous voyez, ça peut paraître basique de rappeler cette chose-là. Et ensuite, derrière, vous avez eu quand même il ne faut pas oublier que la première réaction des Européens, de la Banque centrale comme des différents gouvernements, ça a été de dire on ne vient pas au secours d'un État, et la Banque centrale européenne, on a oublié depuis, à cette époque-là, a dit si la Grèce ne gère pas bien ses affaires, je ne prendrai plus les bons Grecs comme en garantie. Donc je veux dire, alors après qu'il y ait eu, que dans le même temps il y ait eu des CDS qui aient spéculé, oui, mais ce qui me paraît important et intéressant de mettre en évidence, c'est tous les éléments et de ne pas en tenir simplement certains. Alors qu'il faille éviter qu'il y ait des CDS secs, entendez par là que ce soit des opérations de spéculation pure et pas des opérations de couverture, je suis assez d'accord. En revanche, vous voulez faire là aussi une espèce de condamnation généralisée des CDS, non. Parce que les marchés de couverture ont leur utilité. Et je crois je vais prendre un exemple qui date de 1971 et qui est à mon avis le virage du système financier mondial. En 1971, quand les États-Unis ont décidé qu'on passerait d'un système de change semi-fixe à un système de change variable, ça veut dire qu'on a transféré le risque de la sphère publique vers la sphère privée. C'est ça. Aujourd'hui, le risque de change, le risque de taux, le risque de contrepartie, il est dans la sphère privée. La sphère privée, elle a besoin de mécanismes d'assurance. Alors qu'on les encadre, oui, mais elle a besoin de mécanismes d'assurance. Alors, excusez-moi, M. Pogé, tout à fait dans le droit fil de ce que vous dites. Est-ce que vous ne craignez pas le marché des actifs, des matières premières, comme par exemple le blé, les céréales? Vous ne craignez pas que là-dedans aussi, on va... Je ne sais pas si c'est vraiment une question seulement de confiance. Alors, sur les marchés de matières premières, il y a eu une évolution récente qui me paraît saine, parce qu'il y a une grosse différence entre un marché financier et un marché matières premières. Dans un marché financier, c'est un marché d'opinion. Et en clair, si vous voulez, vous avez une succession d'opinions dans le temps, à la limite, elles sont toujours à moitié vraies, à moitié fausses, mais il n'y a jamais de juge de paix. C'est des prix successifs. Parce qu'un marché financier, c'est un marché qui anticipe les revenus futurs d'un actif financier. Ce n'est pas une science exacte. Dans un marché de matières premières, si je prends le blé, il y a bien un moment où on connaît la récolte et on connaît les stocks de report. Alors, ce qu'il y a sur les marchés de matières premières aujourd'hui, certains d'entre eux, en tous les cas, c'est qu'on avait une connaissance très imparfaite de la production et des stocks de report. Si on améliore déjà ça, ça peut mettre, je dirais, une limite à l'exercice. Ensuite, ce que vous avez, et qu'aujourd'hui, je ne sais pas bien comment on l'empêcherait, c'est que vous avez une très forte liquidité mondiale, et qu'une partie de cette liquidité se reporte sur des marchés qui sont finalement des marchés assez étroits, et quand vous avez un gros paquet de liquidité qui arrive sur un marché étroit, ça monte brutalement. Et quand il repart, ça baisse brutalement. Et donc, sauf à contingenter, réglementer l'entrée et la sortie, si je peux m'exprimer ainsi, je ne vois pas bien comment on fait.